Je m'intéresserai donc essentiellement à la manière dont les romantiques allemands ont négocié ce passage, toujours risqué, entre la religion instituée, catholique ou réformée, et une religiosité qualifiée par Armel Gern d'errante et périlleuse. En quoi consisterait, au fond, disait-il, le grand drame de l'esprit germanique et de la nation allemande du XVIe siècle à nos jours? Passage donc entre formalisme théologique et individualisation du sentiment religieux, j'oserais même dire individuation au sens déjà jungien du terme. Non sans avoir rappelé que l'introduction de la notion de transmutation, pour désigner ce qui survient lors de, et plus encore au terme de ce passage, n'a rien de gratuit, mais est induite par un contexte éminemment favorable à une remise en orbite de la pensée alchimique. Alors, disant cela, je n'affirme en aucun cas que les romantiques, hostiles, comme on le sait, au rationalisme des Lumières, se sont contentés de faire retour à des formes de pensée archaïques ou révolues, comme on voudra. Je pense au contraire qu'ils ont, pour la seconde fois, je dirais, dans l'histoire de la pensée moderne, la première se situant lors de la Renaissance, ou tout au moins de cette Renaissance marquée par l'hermétisme, eh bien qu'ils ont pour la seconde fois cherché dans les arts et les sciences traditionnelles, et tout particulièrement dans l'alchimie, des images fortement symboliques et plus encore peut-être des schèmes explicatifs susceptibles de répondre de manière adéquate aux exigences d'une recherche scientifique. C'est ce qu'on oublie souvent de rappeler, qu'ils sont extrêmement attentifs à la recherche scientifique de leur époque en plein essor, telles que l'électricité, le galvanisme, le mesmérisme, bien sûr, tout ce qui concerne le magnétisme humain et animal, mais aussi la physiologie, à laquelle Novalis accorde un intérêt tout particulier, et dont il pressentait ces recherches qu'elles ouvraient des horizons bien trop vastes et inconnus pour qu'on les réduise d'emblée à des présupposés analytiques et matérialistes. Et c'est d'ailleurs, ce sont des préoccupations dont on retrouvera trace encore chez Schopenhauer. Toute la philosophie de la nature de Schopenhauer est restée romantique en ce sens. Alors, la vision que l'on se fait du romantisme diffère en tout cas du tout au tout, selon qu'on y voit prioritairement qu'une réaction contre la Aufklärung, voire même politiquement une réaction réactionnaire, ou qu'on décèle dans cette autre révolution, parce que c'est aussi une révolution, bien sûr, la permanence du vieux fond hermétiste, profondément ancré dans le terreau culturel germanique, et dont les romantiques ont proposé une nouvelle et très musicale orchestration. À cet égard, et je rejoins ce que suggérait tout à l'heure Émile Poula, le romantisme est loin de s'éteindre avec la fin de ce mouvement artistique et littéraire, si tant est qu'on puisse le délimiter de façon très précise, et perdure, me semble-t-il. Je viens d'évoquer Jung, mais perdure jusque chez certains auteurs contemporains. Je pense en particulier à Thomas Mann et à Ernst Junger, eux aussi imprégnés par ce vieux fond hermétiste. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est ce vieux fond hermétiste qui, greffé sur le romantisme, a produit cette perpétuation d'un état d'esprit, d'une vision du monde qui est loin de s'éteindre avec le romantisme lui-même en tant que mouvement littéraire, si tant est que l'on puisse le limiter à cela. Aussi faut-il se garder de ne voir dans le rapprochement avec l'alchimie qu'un phénomène réactionnel à l'endroit du mécanisme newtonien et d'une chimie devenue analytique. Face à l'indigence explicative du matérialisme, objectivant la nature, mais incapable de rendre compte de son inépuisable vitalité et de sa surprenante inventivité, les romantiques ont plutôt pressenti
qu'un autre type de savoir était encore possible, induisant un autre rapport à la nature et à la vie. Un savoir qui, pour être total, serait à la fois moins systématique, en tout cas au sens rationaliste du terme, moins systématique et plus encyclopédique, au sens véritablement du mouvement qui tourne sur lui-même, n'est-ce pas, au sens de l'enkaïpan, en termes de savoir, en ce qu'il prendrait simultanément en compte l'individualité et le tout, reliés par de mystérieuses analogies, dont le déchiffrage reviendrait à une philosophie que sa dimension poétique rapprocherait, paradoxalement là encore, d'une chimie demeurée organique. Je vous cite ce passage des Disciples à Saïs de Novalis, qui dit ceci: « Une longue, une perpétuelle fréquentation, une contemplation libre et artiste, toute l'attention donnée aux moindres signes et aux indices les plus légers, une vie intérieure de poète, des sens exercés, une âme simple et religieuse, telles sont les choses exigées essentiellement, ça fait beaucoup quand même, essentiellement d'un amant de la nature, et à défaut desquelles nul n'accomplira son désir. »